Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de AAGN avec aujourd'hui un excellent supplément, je crois que je peux le dire d'emblée, qui s'appelle Hunter's Hunted, qui n'est pas strictement parlé pour les vampires, mais pour des chasseurs de vampires, donc des humains ou d'autres créatures surnaturelles qui souhaiteraient affronter les vampires. On a encore une superbe couverture de Janet Oscillo. Alors, vous voyez peut-être pas forcément les détails, mais il y a deux yeux rouges derrière avec une griffe, tandis que nos intrépides chasseurs de vampires s'apprêtent à rentrer dans une cave. C'est un livre qui va avoir un impact assez important, voire déterminant par pas mal d'aspects, puisqu'il va être aussi l'inspiration, qu'on le veuille ou non, de Hunter the Reckoning et plus tard Hunter the Vigil. Et ironiquement, quand Hunters the Reckoning va arriver en V5, on va s'apercevoir que c'est jamais, ils ont retiré tous les aspects propres à Hunters the Reckoning, donc les aspects surnaturels, pour revenir encore une fois vers Hunter the Vigil, avec une humanité qui est un peu en prise à elle-même contre les morts vivants, qui doit se poser des dilemmes moraux, mais sans un peu la foire au super pouvoir que le Hunter, disons classique, Reckoning nous avait habitué. Donc c'est vraiment un bouquin qui est extrêmement important parce que justement il permet de montrer ce que vont être les humains dans la situation de chasseurs et parce qu'il va avoir vraiment cet impact sur toute la gamme pendant quasiment 20 ans. Et c'est pas un hasard s'il a été refait en V20. Et en plus, le comble de tout ça, c'est que c'est un excellent supplément, ce qui est assez rare. Il y a toujours des choses un peu qui font soulever, qui provoquent des haussements de sourcils dans les suppléments vampires, mais celui-là n'en est vraiment pas un. Donc sans plus tarder, on commence. C'est Bill Bridge qui va s'y atteler. Donc on rappelle, Bill Bridge, c'est l'un des co-créateurs. C'est l'un des frères Bridge. C'est notamment lui qui va mettre en place Loup-garou l'Apocalypse et plus tard Mage avec Phil Brucato. Donc on est toujours sur des belles. Ça va. C'est quelque chose qui va complètement disparaître avec la V2, une espèce de double page avec d'un côté un poème plus une illustration de Tim Brooke, un peu edgy, et de l'autre côté un petit Inky Donc pas grand chose de neuf du côté des crédits. On a juste une petite dédicace à Isaac Asimov. Et on commence directement donc, dans le vif du sujet avec une introduction qui est tout à fait standard pour essayer d'expliquer un petit peu en quoi ce livre va changer. Donc on a une petite novellette, concrètement comment va marcher le rôle du chasseur de vampires dans l'univers de Vampire la Mascarade, qui est quelque chose d'assez oublié, voire oubliable, alors qu'en fait, quand on y réfléchit 5 minutes, c'est extrêmement important. Pour plusieurs raisons, c'est que si jamais, et on le répète, si jamais les humains venaient à se réveiller et savoir qu'il y avait des vampires, ils pourraient facilement tous les détruire, puisque même l'humain le plus faible a un immense avantage sur le vampire, c'est qu'il n'est pas obligé de dormir de jour, il peut sortir, et s'il a le soleil avec lui, le vampire va passer un seul quart d'heure, même si c'est un troisième génération. Bon, enfin, les antédiluviens c'est différent, mais grosso modo, un humain armé avec de la connaissance est extrêmement dangereux, d'où la mascarade, et d'où le fait que les très anciens, donc ceux qui ont vécu l'Inquisition, s'en rappellent et se demandent toujours en fait à ce qu'il y ait une application totale sur l'évitement lié aux chasseurs humains. Bien évidemment, on a l'autre côté du sujet qui va être que la vie d'un chasseur est extrêmement difficile, longue et compliquée, puisqu'il faut qu'il vive de jour, il faut qu'il chasse de nuit. Il a potentiellement des ennemis extrêmement dangereux à ses trousses, puisque les vampires ne vont pas non plus se laisser faire, et malgré la mascarade, ils ont quand même tout intérêt des fois à faire disparaître des humains, voire de faire pression sur leurs proches, d'utiliser tous leurs atouts pour les écraser financièrement, politiquement, socialement, enfin j'en passe des meilleurs. Donc l'idée, le thème principal évidemment qui veulent faire ressortir de tout ça, c'est le sacrifice, l'idée que en fait, vous vous sacrifiez pour le bien de l'humanité. Et l'ambiance est sur une atmosphère basée sur le suspense, puisque en gros, vous êtes complètement en position d'infériorité statistiquement par rapport au caractère des vampires, donc la terreur guette à tout moment de ce qui peut se passer. On a en plus, non seulement on a beaucoup de chance, c'est que toutes les illustrations de chapitres sont faites par Janet Oscilio, donc que je rappelle, c'est toujours quelqu'un qui a beaucoup bossé sur Shadowrun, Hearthstone notamment chez Faza, qui a toute une technique qui est uniquement quasiment faite sur du hachage qui donne un volume assez hallucinant. Et je crois qu'elle fait vraiment, il y a une illustration plus tard qui est vraiment tombée par terre, enfin moi que j'adore. On commence, alors c'est un grand classique de chez White Wolf. White Wolf nous propose d'avoir un premier chapitre qui va être le point de vue d'un journal de quelqu'un qui devient chasseur. Donc l'histoire est extrêmement classique, elle s'appelle Elise Barrington, c'est une jeune fille qui va en fait voir son frère disparaître, puis revenir. Enfin, et son frère va être, enfin, elle va surprendre un vampire en train d'essayer de bouffer son frère, donc son frère va disparaître.
va être transformée en vampire, et peu à peu, en fait, elle va s'apercevoir qu'elle est suivie par un autre enfant du vampire en question qui a transformé son frère. Arrive là-dessus le Dr White, qui est un très bon pote de l'Arcanum. L'Arcanum, on va en reparler, mais pour aller très vite, c'est une sorte d'ordre un ordre humain qui accumule la connaissance, qui est basé sur, en gros, les sociétés secrètes du 19e siècle, qui a une connaissance monstrueuse, mais qui a fait vœu de ne jamais agir. Donc le Dr White est un peu en porte-à-faux, en fait, puisqu'il va essayer d'aider cette jeune femme à sauver son frère d'une mort certaine. Parce que rappelez-vous, on est en première édition, et en première édition, quand vous tuez le sire d'un vampire, potentiellement, vous pouvez rendre ce vampire humain. Donc tout est un peu fait l'apanage sur comment on crée un chasseur quelque part, puisque finalement la jeune fille va se confronter avec l'autre vampire, l'autre enfant, utiliser les flammes pour s'apercevoir qu'ils sont terrifiés du feu, finalement le tuer, et elle va finir par torturer et tuer son frère, pour enfin se confronter à Darkon, qui est l'espèce de toréador qui a qui a transformé son frère en vampire. Évidemment, le vieux professeur va y passer d'une manière extrêmement cruelle et brutale, c'est qu'en fait, le vampire va réussir à utiliser un pistolet pour l'abattre, ce qui ne manque pas de sel, évidemment. Et enfin, la jeune fille va réussir à terrasser Darkon, mais en s'apercevant que finalement il a transformé son frère par amour et pas par désir pervers, et donc la chasse commence avec toutes ces ambiguïtés morales. Ça tombe bien, on parle de chasse, parce que le chapitre 2 c'est la chasse, avec une super illustration encore une fois d'un vampire qui passe un seul quart d'heure. Quand je vous disais que le soleil c'est le meilleur allié des humains, bah ça l'est, c'est absolument incroyable. Donc c'est un chapitre qui offre pas mal de choses, hein, de l'historique notamment, et de la synthèse sur pourquoi est-ce qu'on crée un chasseur de vampires. Quelles sont les motivations qui peuvent nous pousser à chasser des vampires? Donc c'est assez classique, hein. La revanche, la haine, le devoir, l'ambition de contrôle, le pouvoir, la curiosité, ou simplement la folie, ou par désir de s'amuser. Ce qui revient un petit peu pareil au même. Ensuite, on a les méthodes, où là, en fait, c'est assez rigolo. On est quasiment sur du proto-Hunter the Vigil, avec l'idée que chaque méthode, hein, qui peuvent se chevaucher ou se mélanger, offre des avantages et des inconvénients. Donc la méthode scientifique, c'est la plus classique, qui est intéressante parce qu'on va prélever du sang, on va faire des tests, on va inventer des objets pour essayer de mettre à mal les vampires. Mais par contre, généralement, la foi ne peut pas être utilisée. On va y revenir, la foi, c'est un aspect aussi assez important des chasseurs. La version religieuse, qui évidemment c'est l'inverse, vous avez généralement les chasseurs de vampires, qui sont des inquisiteurs ou qui sont des hommes de Dieu, ont une foi assez élevée. Par contre, évidemment, ils sont un peu coincés sur d'autres aspects, ils sont très solitaires dans leur quête. Mais par contre, ils ont la possibilité d'utiliser les symboles divins pour repousser les vampires. En effet, si vous vous rappelez ce que je vous ai dit dans le tout premier livre, quand on a parlé du bouquin de base de vampires, techniquement, dans le monde de Vampire la Mascarade, les symboles sacrés et religieux n'ont aucun effet sur les vampires. De même, un vampire ne peut entrer dans une église sans aucun problème. Sauf que, en fait, j'ai menti, c'est pas vrai. Sous certaines circonstances, notamment la foi de ceux qui manient l'objet et la foi de ceux qui baptisent les églises ou qui y prient régulièrement, ça peut infuser, entre parenthèses, l'objet avec une puissance mystique qui est anathème au vampire. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si je suis un prêtre et que j'ai une foi assez élevée, je peux brandir un crucifix face à un vampire et le vampire ne pourra pas approcher. Si jamais il approche, il doit cramer des points de volonté, et en plus, si vraiment ma foi est très très élevée, le simple fait de toucher la croix fait que je vais prendre de la gravée. Donc vous voyez, ça va très très vite. Et le Vatican, j'en parle même pas. Mais pour les vampires, c'est très très compliqué d'aller dans la basilique Saint-Pierre. Généralement, ils prennent feu tout de suite. Donc voilà, ça c'est un peu le truc assez simple avec les endroits précis. Il y a aussi un truc assez barré qu'ils ont laissé de côté plus tard par rapport au sacrement, donc notamment le rite de transsubstantiation. Ça y est, j'ai réussi à le dire du premier coup. Donc le fait de transformer l'eau en vin peut techniquement permettre à un prêtre de donner la communion à un vampire. Il faut que le vampire ait une foi assez élevée. Et potentiellement, à ce moment-là, le vin devient du sang qui peut nourrir le vampire. Par contre, si le vampire doit faire un jet de conscience, je crois, et s'il se plante, le résultat est catastrophique, c'est assez rock'n'roll, enfin, c'est très bizarre comme, comme élément. Alors là, ils ont donné que les éléments sur le... Enfin, il y a, bon, comme d'habitude, hein, c'est très chrétien, mais on vous donne d'autres petits éléments, notamment
la- le sanctuaire, Fujikawa, donc au Japon, qui est complètement paumé, qui est protégé par les esprits de la nature, ce qui fait que bah, si vous y allez, vous allez quand même cramer. Pareil, bah, évidemment, la Mecque, il y a pas mal beaucoup de choses. Et c'est des sites qui ont des points de foi, en fait. Donc, en fait, passivement, comme quelqu'un qui manie la vraie foi, il repousse les vampires et ça peut poser beaucoup de soucis. C'est pour ça, notamment, que les vampires détestent aller à Rome, et qu'en fait, à Rome, il n'y a que des Nosferatu, parce que les Nosferatu vivent sous terre. Et donc, ils sont hors de portée, disons, de la puissance de la foi. Par contre, toutes les personnes, il y a très, très, très peu de vampires à Rome et encore moins au Vatican, parce qu'ils savent très bien qu'ils se feront dézinguer s'ils s'approchent trop près du Saint-Siège. Ensuite, on a une autre méthode qui est la méthode occulte, qui n'est pas la méthode de la foi, qui est en fait la méthode utilisée par en fait, les chasseurs surnaturels. Donc ça va dire jouer des mages, jouer des loups-garous. Ce qui est assez particulier, puisque, encore une fois, rappelez-vous, on est en première édition, Loup-garou l'Apocalypse n'est pas encore sorti, Mage n'est encore qu'à l'état de conception, et donc il vous donne en grosso modo des petites pistes pour vous dire bah, en gros que les lupins pour se battre utilisent leur odorat et leurs griffes qui font la gravée aux vampires. Les magiciens vont utiliser carrément bah, des pouvoirs. En gros, on vous dit que les magiciens ont la thaumaturgie comme les vampires, sauf qu'ils ont des trémères, mais ils n'ont pas besoin de points de sang en fait. Ils crament des points de volonté à la place. Vous pouvez éventuellement utiliser des esprits, enfin ça c'est assez bizarre, incarner un esprit, un fantôme ou une fée pour lutter contre les vampires. Mais votre gros problème c'est que vous êtes intangible, donc c'est pas hyper utile. Ensuite, on a la méthode des détectives, donc bon, gros, très classique, hein, vous jouez détective privé et vous pouvez vous déguiser. Ce qui amène un autre truc assez casse-gueule, c'est la possibilité de manipuler ou de contrôler les vampires en se faisant passer pour un vampire, en essayant de les faire chanter, ce qui peut être très 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 casse-gueule. Donc ça c'est la méthode de manipulation. Bah, la méthode puissance de feu, hein, tout connement, qui est la plus basique. On prend tous les flingues qu'on a et on tire sur les vampires. Certes, les vampires peuvent régénérer. Certes, certains vampires possèdent une discipline qui leur permet de résister à beaucoup de dégâts. Mais il empêche que si vous prenez du mortier ou des rafales d'M16, il y a un moment, le sang va venir à manquer. Et si vous n'avez plus de jambes, ça va être très compliqué d'aller croquer le mec qui est en face de chez vous. Enfin, en face de vous. Bref. Et enfin, j'aime beaucoup, c'est qu'il y a la méthode du loser. Donc en gros, c'est toutes les méthodes qui marchent. N'importe quelle des méthodes précédentes qui n'a pas marché est une méthode de loser. Ensuite, on a le petit équipement classique. Qu'est-ce que vous prenez avec vous? Donc, c'est les pieux, les flammes, le soleil, évidemment, qui est extrêmement puissant. Bon, les compétences, machin, qui peuvent être utiles. Les arrière-plans, ça, je vais passer assez vite. Illustration rigolote de Bridge. C'est pas Bill Bridge et son frère, c'est John Bridge, avec où le vampire regarde la télé avec un. On dit est-ce que les vampires sont parmi nous? Et sur son lecteur VHS, parce qu'on est en 92, il y a Near Dark. Et Near Dark, c'est Aux frontières de l'aube, qui est un très 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 grosse inspiration pour vampires, faite par Catherine Bigelow, qui est un super film, très très bon film, je vous le conseille fortement. Donc ensuite, on vous explique comment est-ce que... Alors, il y a juste un nouvel arrière-plan qui est développé, qui est la réputation. C'est-à-dire que plus vous êtes un chasseur, plus vous avez tué de vampires concrètement, plus vous avez une barre au-dessus de votre tête, et les vampires savent qu'il faut vraiment rester très 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 loin de vous, et ils font tout, en fait, pas tellement pour vous tuer, mais pour vous éviter. Parce qu'ils savent que si un vampire se fait remarquer, il y a de fortes chances que vous le dégommiez, ou pire, et en plus, ça serait une enfreinte à la mascarade terrible. Donc c'est plutôt cool. Donc comment trouver un vampire, à quoi ça rime en fait, comment ça marche concrètement, la vie de vampire avec un exemple sympatoche et plus rigolo. Ensuite, on a les confréries de chasseurs de vampires, puisqu'évidemment, la chose c'est qu'il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de confrérie internationale de chasseurs de vampires. Parfois, il y a des coteries qui se mettent en place, qui s'appellent les hunting lodge, donc les cabanons de chasse. Et évidemment, le trophée qui est la victoire, ce que vous cherchez pour une raison. La raison importe peu, mais vous cherchez juste à tuer un vampire, et quand vous détruisez un vampire, quelque part, c'est l'accomplissement de la chasse, que vous êtes un chasseur. Et ironiquement, ce livre donne plus d'informations sur la chasse que le fera jamais Vampire, ce que je trouve assez marrant. Mais bon, c'est encore une fois un petit truc. Mais c'est pour montrer à quel point, quand vous avez un supplément qui est extrêmement cadré, bien conçu, ça passe crème. Et encore une fois, je pense, et je le dis sans méchanceté, sans ironie, je pense que c'est vraiment l'un des meilleurs suppléments qu'ait fait White Wolf pour Vampire et Mascarade. C'est une évidence. C'est mon illustration préférée, que je trouve absolument géniale. On voit l'influence évidemment de Shadowrun entre la fille qui a des lunettes de soleil et sa croix, le type qui porte une sorte d'imperméable à motif panthère, j'ai l'impression,
Et l'autre derrière avec sa casquette et son sac de pieux, c'est absolument incroyable. Je trouve ça génial. Donc le chapitre 3 consacré aux chasseurs, certes, il n'y a pas de confrérie internationale des chasseurs, mais il y a différentes factions qui existent parmi les humains qui connaissent l'existence des vampires et qui luttent contre les vampires. Le premier, c'est le FBI. Alors là, c'est pas piqué des hannetons, donc c'est tous les clichés possibles sur justement la haine que vous voyez. Donc faut pas oublier, hein, début années 90, bon, il y a X-Files qui va arriver, mais il faut comprendre que ça fait quoi? Ça fait à peine 15 ans que Nixon a été démis de ses fonctions. Il y a vraiment une haine très forte aux États-Unis contre le gouvernement. On n'est pas encore dans l'espèce de délire deep state, de post-vérité, mais il y a vraiment cette idée de toute façon que le gouvernement ne veut pas notre bien. Il y a une reconsidération totale du FBI par rapport notamment à pas mal de documents qui sont sortis sur Hoover qui montrait que c'était une ordure. Il y a aussi 10-15 ans qui sont passés depuis la chasse aux sorcières à Hollywood, ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas trop digéré. Je vous laisse, si jamais vous avez l'occasion, regardez la cérémonie des Oscars où ils ont donné un Oscar à Elia Kazan. C'est assez hallucinant, qui est un mec qui a dénoncé tous ses petits potes à McCarthy. C'est assez hallucinant de voir. Et regardez la gueule de Ed Harris et de sa femme, Amy Madigan, que vous avez vu récemment, c'était la méchante dans Weapons. C'est hallucinant, enfin bref. Et donc en fait, si vous voulez, dans l'idée de White Wolf, qui est plutôt fait par des mecs de gauche, c'est qu'en gros les FBI sont des gros connards, qui sont des brutes. Il y a une toute petite équipe dedans qui connaît l'existence des vampires et qui lutte pour ça, mais ils sont par exemple 4. Et il y a des trucs à se pisser dessus. La motivation, en gros, on vous dit que le mec d'équipe, ce qui, il veut utiliser... En gros, on s'aperçoit que la motivation principale du type, c'est de trouver les vampires pour manipuler les vampires et les contrôler, et l'utiliser comme une arme. Et je cite, hein, en d'autres termes, il veut utiliser les vampires, donc les Kindred, pour détruire les personnes qu'il pense être une menace pour les vrais Américains au sang rouge, enfin les vrais intérêts américains, comme les communistes, les socialistes, les mecs d'extrême gauche, les féministes, les, les activistes politiquement corrects, les genres de jeux de rôle et les intellectuels. Évidemment, il ne comprend pas encore à quel point ça va être difficile de manipuler tout ce petit monde. Mais voilà, ces espèces de petites brutes, ils sont pas très nombreux, encore une fois. Ça, c'est aussi un truc qui est très important. N'oubliez pas, au début des années 90, Internet n'est pas aussi omniprésent qu'aujourd'hui. Euh, la cellule au sein du FBI qui agit là-dedans est assez petite. Et ce qui est cool, en fait, c'est qu'à chaque fois aussi, on vous dit ce que savent les vampires. En gros, les vampires, ils savent pas grand-chose sur eux. Ils ne sont pas très nombreux, mais attention, restez loin d'eux. Donc ensuite, il y a la NSA, où la NSA, c'est un peu différent. En gros, c'est 3 personnes qui... La NSA n'est pas vue encore à cette époque. Enfin, elle est vue, mais la NSA n'a pas le pouvoir qu'elle va développer après le 11 septembre, notamment par le Patriot Act et évidemment par les révélations que Edward Snowden nous a données. Mais l'idée, c'est que en fait, les grandes oreilles de la NSA savent qu'il y a des vampires. En fait, il y a 3 types. Il y a une cellule de la NSA qui sait exactement qu'il y a des vampires qui existent, parce qu'il y a trop de coïncidences, parce qu'il y a un vampire qui est pas très malin, qui a appelé un autre vampire en disant « faut que tu nettoies la zone », appelle le shérif, ou je ne sais quoi. Donc en fait, cette cellule sait. Mais ce qui s'est passé, ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, dans 2 des types de la cellule, ont été approchés. Un a été approché par un type de la Camarilla qui l'a dominé, et un a été approché par un type du Sabbat qui l'a manipulé et qui l'a transformé en ghoul. Et chacun, en fait, donc le Sabbat et la Camarilla, utilisent ces 2 agents de la NSA qui connaissent leur existence pour détruire l'autre secte. Et donc il y a le 3e type de la NSA qui comprend qu'il se passe un truc bizarre, mais qui est tout seul et un peu penaud et coincé, et tout coincé. Le CDC, donc évidemment, qui commence à voir qu'en fait il y a des vecteurs alors ça c'est hardcore, hein, je trouve que c'est assez bourrin, mais en fait l'idée c'est qu'ils voient qu'il y a des transmissions du sida qui se font, puisqu'on est au début des années 90, qui n'ont aucune logique, donc il n'y a pas de transmission de sang, il n'y a pas de contact sexuel, et en fait petit à petit ils s'aperçoivent qu'il y a un facteur X, il y a des personnes qui véhiculent, qui ne sont pas infectées, qui véhiculent ce poison, et elles aimeraient bien savoir qui c'est. Et je trouve que c'est quasiment les mecs les plus intéressants, parce que comme on vous dit, certes c'est pas super sexy de jouer un agent du CDC, mais c'est suffisamment original et différent je trouve, pour offrir une campagne ou au moins un scénario très différent pour trouver en fait le patient X qui est un vampire qui est pas très malin, qui en fait s'est nourri un peu partout et les vampires n'ayant aucune conscience déjà de base et surtout n'en ont complètement rien à foutre en fait puisqu'ils n'ont rien à faire en fait des maladies qui peuvent être parmi les humains passent en fait ces sortes de virus et seul un vampire extrêmement intelligent notamment
ou très modernes pourraient un peu réfléchir à tout ça et trouver un moyen d'endiguer les maladies. On rappelle, ça c'est assez ironique d'ailleurs, que les vampires, donc, qui sont toujours en train de pleurer en disant ouin ouin, l'Inquisition, faites attention à la mascarade, oublient aussi fortement la peste noire, qui a quand même détruit quasiment, qu'ils ont aidé en fait à porter, puisqu'à chaque fois qu'ils bouffaient quelqu'un qui était eux sont insensibles aux maladies. Certes, il peut avoir des effets comme la drogue, ou s'ils boivent le sang de quelqu'un qui est bourré, ils peuvent ressentir des effets un peu d'alcoolémie, mais par contre, ils ne subissent que très rarement ou de manière très très basse, en fait, de très très bénigne, les maladies, puisqu'ils peuvent régénérer par essence. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que quand il y a les pestes noires, et vu qu'il n'y avait pas les connaissances médicales qu'il y avait aujourd'hui, ils ont aidé à colporter cette maladie, ce qui fait que toutes les personnes sur qui ils se nourrissaient ont crevé, ce qui fait qu'il y a beaucoup de vampires qui sont morts aussi, notamment en Angleterre. Et c'est assez rigolo justement qu'à l'heure des grandes maladies, donc que ça peut être le sida, mais ça peut être d'autres maladies qui se transmettent comme ça, il n'y a plus du tout de réflexion au niveau de la mascarade pour se dire, dis donc, c'était pas une très bonne idée de se nourrir sur n'importe qui, de ne pas faire attention. Et donc tout ça pour dire que je trouve que ouais, jouer des gens du CDC, c'est assez malin et ça change vraiment. Alors c'est pas sexy évidemment. Et ça aurait été, enfin je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Je pense à, bon, c'est pas de la grande littérature, mais je pense à The Strain de Del Toro et de son pote, la Chuck, je sais plus comment il s'appelle, qui avait fait ça, où c'était une reprise de Dracula, mais sous l'angle titre du CDC, des médecins, sauf que très vite, en fait, la couverture du CDC est barrée pour juste la grosse baston débile. Bref. L'Arcanum. Donc l'Arcanum qui est, comme je disais, c'est cette espèce de ressucé des ordres Rosencranium, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, l'un des ordres mystiques qui existait durant l'époque victorienne, un peu comme l'Aube dorée, qui a décidé en fait d'enquêter, d'accumuler le plus de savoir possible sur la vraie nature du monde, donc en fait sur le monde des ténèbres. Et ça inclut les loups-garous, ça inclut les vampires, ça inclut les mages. Essentiellement, c'est des humains, ça qui est assez chouette en fait, c'est que les gens de l'Arcanum sont plutôt des humains qui accumulent le savoir, mais qui n'ont aucune volonté de chasser en fait, activement les créatures surnaturelles, ce qui met les vampires, les garous, les mages dans une position assez emmerdante, parce que si les vampires attaquent l'Arcanum, brûlent des églises, ça veut dire que, enfin brûlent des bibliothèques de l'Arcanum, ça veut dire que les chapitres de l'Arcanum dans chaque ville vont se renforcer niveau sécurité, mais que d'un côté, si jamais quelqu'un venait à piquer des éléments d'information qu'ils ont dans leur bibliothèque, puisque concrètement, ils savent tout sur la société vampirique, et sans fausse piste, bah, ça pose tout le monde, ça fait une bombe à retardement quelque part. Les mages seraient intéressés par récupérer les bibliothèques, et bon, les loups-garous, concrètement, ils s'en fichent, mais l'idée, c'est que si jamais ce savoir tombait entre de mauvaises mains, on serait tous, tout le monde, toutes les créatures surnaturelles seraient vraiment dans le caca. Donc voilà, si vous voulez jouer plutôt un mec du style érudit, il y a moyen avec l'Arcanum, et enfin, évidemment, le classico, l'Inquisition. Donc l'Inquisition qui techniquement a disparu depuis la. En fait, l'idée, ce qu'il vous dit, c'est que Thomas de Torquemada, c'est bien, les Thomas connus, il n'y en a que deux, c'est mon prénom, et il n'y en a que deux dans l'histoire. Il y a Thomas Torquemada qui était un sadique qui a créé l'Inquisition, et Thomas Edison qui était une ordure qui passait son temps à détruire les autres entreprises et leur piquer leurs idées. Donc, en gros, Thomas Torquemada était au courant de l'activité des vampires. Alors certes, c'était une ordure, etc., mais il a vraiment œuvré pour détruire les vampires, et toutes ces espèces de méthodes, les vierges de fer et compagnie, étaient faites pour révéler le sang des vampires, enfin les capacités surnaturelles, ce qui fait que les vampires ont pris grave cher durant l'Inquisition. Ça, c'est une donnée qui est l'un des préceptes essentiels de Vampire la Mascarade, puisque ça explique la mascarade, ça explique le fait que les vieux vampires ont jeté leurs jeunes vampires en pâture à l'Inquisition pour planquer leurs fesses, ce qui explique donc la création des arnarques, ce qui explique donc la création du sabbat. Donc voilà, vous voyez, il n'y a pas d'Inquisition, il n'y a pas de Vampire la Mascarade. C'est aussi simple que ça. Donc on vous dit ils existent encore, ils sont plus réduits qu'avant évidemment, mais ils sont extrêmement dangereux. Ils ont été renommés sous le nom d'ordre de Léopold, parce qu'en fait ils connaissent très 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 bien la société vampirique. Ils ont peut-être pas autant que l'Arcanum, mais ils sont quand même extrêmement dangereux, extrêmement violents. Et en plus, ils ont tous une foi très élevée, ce qui fait que c'est très emmerdant pour un vampire, parce que s'il se retrouve face à un inquisiteur, il se retrouve face à un humain qui connaît parfaitement ses méthodes, qui connaît parfaitement ses faiblesses, qui en plus peut utiliser la foi, donc potentiellement le pétrifier, lui faire de la gravée. Et évidemment, l'inquisiteur ne va pas se priver d'utiliser des armes à feu, des grenades ou toutes sortes de pièges sympathiques. Et généralement, la motivation de ces gens-là est extrême. Ils n'ont pas de point de pression sur lequel le vampire peut appuyer, comme de la famille ou des intérêts financiers.
ce qui les rend hyper dangereux, et ce qui fait que, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, les très très vieux vampires de la Camarilla tapent du poing sur la table en disant surtout ne vous approchez pas des chasseurs de vampires. Et le sabbat, on beau faire les malins et les guignols, sauf que un pack de sabbat, ça reste des petits vampires qui font les kékés, et peut-être qu'ils arriveront à chasser pendant une nuit le type, mais si jamais l'inquisiteur survit à la nuit, je peux vous dire que le lendemain, il n'y aura plus de sabbat. Ça, c'est évident, puisqu'ils sont quand même pas très fut-fut en général, et surtout les jeunes. Ensuite, on a une faction que moi j'aime beaucoup personnellement. Alors je sais que je ne suis pas, beaucoup de gens ne partagent pas mon avis, pour la simple et bonne raison que cette faction a été gommée purement et simplement, réduite à l'état de chimère, de légende par Justin Akili, qui deviendra le chef de la Revised, donc la V3. Cette faction s'appelle les Enfants d'Osiris, et contrairement à tout ce que je vous ai montré jusqu'ici, ce ne sont pas des humains, ce sont des vampires. Les Enfants d'Osiris, comme vous l'avez peut-être deviné, sont le reflet des enfants de Seth, simplement. Donc l'idée, c'est que dans l'historique, dans la mythologie de vampires, il y a eu Cain, il y a eu des antédiluviens. Parmi ces antédiluviens, l'un d'eux, s'appelait Sutek, qui allait devenir Seth, a créé une engeance de vampires qui sont ces enfants de Seth. Ça n'a pas changé. On peut devenir un enfant de Seth en étant directement transformé par un Séthite, ou alors par conversion. En fait, on adopte concrètement, comme les Baali, en fait, on rentre dans le rang des Sétites, on abandonne son ancien clan. Il se trouve que au tout début de l'Égypte antique, il y avait un roi qui était présent, qui n'était pas encore pharaon, je crois, qui s'appelait Osiris. Donc Seth est venu le voir, il l'a croqué, il l'a transformé en vampire. Mais il s'est aperçu qu'Osiris détestait sa condition vampirique. Et Osiris a tout fait pour justement garder le contrôle de la bête et trouver une autre manière de rester humain. Et ce qu'il a fait, c'est par méditation, par des rituels prolongés, par beaucoup de méditation, ce qui lui a permis notamment de créer une discipline qui s'appelle Bardo, qui est uniquement consacrée à la conservation de l'humanité chez soi et chez les autres. Donc ça renforce la conscience, ça permet de, si vous subissez une perte d'humanité, vous pouvez la repousser pendant 2 semaines, éventuellement, pour ensuite essayer de la récupérer. Ce qui fait qu'évidemment, quand Seth a vu ça, il a un peu halluciné, il n'était pas très content, puisque tout son spiel, je rappelle, Seth, l'idée c'est qu'il faut être le plus corrompu possible, le plus dépravé possible, pour ensuite se rapprocher de Seth, qui en gros est une espèce de brute, d'ordure. Et voilà, l'idée, elle est fondamentale. Donc il est arrivé, il a été voir Osiris, il l'a découpé en morceaux, sympa. Sauf que Osiris était marié avec une très puissante mage, une archimage qui s'appelle Isis, que vous connaissez tous. Et Isis, qui était humaine, a dit bon bah c'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer les morceaux. Donc elle a demandé à son fils et d'autres serviteurs, donc notamment les enfants en fait d'Osiris, qui étaient des vampires, d'aller chercher tous les morceaux qui traînaient à droite à gauche. Elle les a ramenés avec sûrement l'appui des Silent Striders, donc les arpenteurs silencieux qui sont les loups-garous chacals en fait, qui viennent d'Égypte. Ils ont reconstitué Osiris et ils se sont aperçus qu'Osiris ne pouvait plus engendrer d'enfants. Mais il avait été ressuscité sous forme de super vampire. Donc ce qui s'est passé, c'est que Osiris a dit bah maintenant, j'aurai des enfants, mais c'est uniquement des gens qui veulent lutter contre la perte d'humanité, qui viendront vers moi et je les sauverai. Et donc c'est une sorte de culte un peu à la Raël, enfin sans le sexe, où on vous rase le crâne, où vous vivez dans des temples, les temples sont consacrés, vous pouvez gagner votre humanité, et concrètement vous restez dans les temples. Tout ce que vous attendez, c'est qu'il y ait un mec de l'extérieur qui vienne pour récupérer, qui veut vous rejoindre, récupérer son humanité, et ils vont faire un peu des catastrophes durant l'histoire, on en reparlera plus tard, à cause de ça. Mais c'est les seuls concrètement, c'est la seule faction vampirique qui arrive à maintenir son humanité, mais c'est pas Golconde, et ça c'est super important, parce qu'en fait Golconde, c'est l'acceptation de la part de la bête au sein de soi, alors que ce que font alors que s'ils arrêtaient leur rituel et la discipline Bardo, les enfants d'Osiris perdraient automatiquement en fait, tous les bienfaits de ce qu'ils ont, ils subiraient des dégénérescences comme un vampire normal. Donc bon, l'historique égyptien, je vais passer, mais l'idée c'est aussi qu'à côté, Osiris va réussir, enfin, le fils d'Osiris, le fils mortel d'Osiris et d'Isis, qui s'appelle Horus, va se faire défoncer la tête par Seth. Et en fait, grosso modo, l'idée c'est que Seth est manipulé, enfin les serpentins silencieux subodorent que Seth est manipulé par un gros serpent qui s'appelle Apophis. Vous avez deviné, c'est le ver de White Wolf.
Et donc, en fait, Isis va utiliser un rituel pour sauver son fils et le réincarner, qui va être le rituel d'Isis, donc des bandelettes. Ce qui fait que Horus va être la première momie et elle va créer d'autres gars immortels comme lui, qu'elle va couvrir de bandelettes pour qu'ils se ressuscitent au fur et à mesure. C'est-à-dire que vous tuez une momie, elle revient 200 ans plus tard, après un petit passage par le monde des fantômes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, j'en parle beaucoup, regardez mes vidéos sur Momie la Résurrection. C'est un thème qui est très cher à White Wolf, c'est peut-être l'un des seuls aspects de crossover qui marche dans le monde des ténèbres, à savoir le monde égyptien avec les méchants Sétites, Apophis, les forces du verre d'un côté, et de l'autre, les arpentages silencieux, les momies, les enfants d'Osiris, il y a les mages. Il y a à boire à manger, hein, il y a vraiment plein de choses. Donc en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les enfants d'Osiris sont planqués, c'est une petite lignée vampirique qu'on ne peut rejoindre que par conversion, comme les Baali, et qui essaye d'aider les vampires et de s'aider soi-même en fait à rester sous contrôle de la bête, en bannissant la bête et en essayant surtout de récupérer l'humanité. Les pouvoirs de Bardo sont complètement pétés, hein, mais ils sont hyper spécifiques. En gros, c'est juste, je limite ma perte d'humanité, je regagne de l'humanité, je peux créer en fait, je peux quasiment imposer ma conscience sur un vampire qui est en dégénérescence pour arrêter la bête et pour lui faire un jet de conscience. Il y a même des rites de mumification qui peuvent intervenir, qui sont extrêmement vénères. En fait, c'est un truc négatif que vous faites sur un ennemi, ce qui fait que l'ennemi est coincé et finit en torpeur, il ne peut rien faire. Et évidemment, quand vous arrivez sur les niveaux 9, c'est la fête du slip, vous pouvez sortir au soleil si vous voulez. Et il y a même un rituel pour ressusciter quelqu'un de la mort finale. Ce qui a été fait avec Osiris, en fait. Et enfin, on finit par un truc un peu débile, c'est les jeunes sangs, les Youngblood, qui sont des bikers, en gros, qui ont été contrôlés. Enfin, c'est un groupe de bikers humains, de ghouls, qui étaient contrôlés par un vampire. Et puis à la fin, bah, les bikers ont tué le vampire, ont bu son sang, on fait ah, c'est vachement bien. Et donc ils passent leur temps à errer de ville en ville, de choper des mecs du sabbat ou de la Camarilla un peu neuneux pour les bouffer et boire leur sang. Et jusqu'ici, bah, ils sont toujours en vie. Ensuite, on a plus les mécaniques de chasse, donc c'est la création de perso, Living the Hunt, avec la création de personnages, qu'est-ce que vous pouvez lui ajouter. Donc, du classique, hein. Il y a deux choses qui vont changer, c'est la foi et les numina. Donc, on va en reparler tout de suite. Donc, il y a de nouveaux avantages. Ouais, c'est comme d'habitude, ils rajoutent des avantages et des inconvénients. Souvent, vous êtes plus difficile à croquer, vous êtes hémophiliaque, vous avez une aurale pâle, donc les vampires croient que vous êtes un vampire. Et évidemment, le must, c'est Fist of God, qui est un grand classique, le point de Dieu, c'est un mérite à 7 qui fait que vos points font de la gravée aux vampires. Donc en gros, vous faites des coups de poing aux vampires, ils se prennent de la gravée, ce qui est extrêmement violent. Ça peut être aussi par du chi, ça peut être, vous pouvez mettre votre propre sauce, disons, comme ça vous amuse. Donc les Numina, concrètement, ça va être des petits pouvoirs humains qui sont des branches de magie plus ou moins sympathiques. Enfin, c'est un peu pourri de tout ce qu'on imagine dans les années 90 au niveau des pouvoirs. Donc il y a les pouvoirs psy, ça va être de la télépathie. Donc c'est comme des disciplines, hein, ça va de 1 à 5. Il y a la télépathie, la psychokinésis, donc la télékinésis et la clairvoyante pour dans le futur. La thaumaturgie qui est la même sans être la même des vampires, avec des pouvoirs, une voix sur la perception, donc sentir les vampires, se cacher dans les ombres, la voix d'intelligence. Vous pouvez vous pouvez empêcher quelqu'un de devenir fou, forcer quelqu'un à se confesser, et ou voir en fait tous les péchés d'une personne, et le chemin, enfin la voie de l'astuce, où ça va être justement plutôt ça va être créer de la lumière, créer des effets un peu bizarres. Mais évidemment, le plus important, c'est la foi, que vous pouvez acheter en fait comme de la volonté. Donc il y a un compteur. Généralement, vous commencez à zéro, mais vous pouvez le prendre comme avantage et puis après le monter. C'est extrêmement violent. En fait, la foi agit comme deux choses. C'est-à-dire que c'est comme je vous disais, c'est vous lancez autant dès que vous avez de foi et ça vous permet potentiellement, arrivé à un stade, de repousser les vampires, de leur faire perdre leur jet de volonté, de leur faire de la gravée s'ils s'approchent, enfin, voilà, ou les forcer à fuir. En tout cas, en fait, la bête panique et il se casse. Mais sinon, ça vous permet aussi de faire des miracles. Alors là, c'est la fête du slip. On va avoir, donc, en gros, c'est un jet de difficulté qui va de 6 à 10. Quand vous faites un miracle à 6, ça va être purger le mal présent dans une zone, avoir un signe de Dieu dans une bonne direction. Quand c'est à 7, c'est pour forcer un vampire à refléter les péchés qu'il a fait, changer la nature de quelqu'un. Et quand on est à 10, bon, bah, c'est carrément, vous pouvez appeler un ange. Bon, il apparaît sous forme humaine, mais vous pouvez appeler un ange. Vous pouvez purger quelqu'un de la condition vampirique, donc c'est assez hardcore. Mais bon,
normalement, enfin, c'est là où on se rend compte que on a l'impression que Bill Bridge a écrit son chapitre, et puis à la fin il dit non mais vous savez la foi c'est très très rare, il n'y a pas de enfin quand il dit mécaniquement vous avez juste à dépenser des points, mais n'oubliez pas ce que ça implique, c'est pas aussi simple que ça, donc on sent qu'il est un peu piégé quoi simplement dans cette affaire, mais en tout cas jusqu'à un niveau raisonnable, ça paraît normal et assez limité. Le problème, c'est que dans tous les bouquins, les scénarios qui vont sortir, ça va être la foire et il y aura un paquet de vampires qui auront la vraie foi à 10, qui est n'importe quoi. Enfin bref, passons. Et ensuite, on vous donne pas grand-chose pour jouer des chasseurs de vampires qui ne sont pas des vampires, puisque les bouquins arrivent, et qu'en fait, ils font un peu au mieux en disant, bon bah, les mages ont de la thaumaturgie de vampires, et les loups-garous, ils font juste très très mal, et quand ils passent en forme de loup-garou, ils doublent leur stat physique, quoi. Ensuite, bon, un peu plus classique, on vous dit choisissez un thème pour votre histoire, une atmosphère, qu'est-ce que ça peut impliquer, la terreur, le mystère, le nihilisme, la peur, comment créer une histoire. Alors là, c'est un peu dommage, ils n'ont pas dit beaucoup de choses, c'est juste des petites pistes hein, pour vous aider à brosser une histoire, les antagonistes qui peuvent avoir lieu, donc les vampires évidemment, mais ça peut être le gouvernement, ça peut être les médias, parce que justement le problème des chasseurs, c'est quand vous commencez à tuer des gens, ça attire certains regards, et des idées simplement de chasse, ce qui peut se passer. Donc par exemple, bah, mon frère se fait transformer en vampire, je suis obligé de m'allier avec un vampire pour faire tomber un autre vampire, je me retrouve nez à nez avec le Shadow Government, donc la NSA et le FBI, et le plus cool évidemment, c'est la chasse des âges, où vous poursuivez un vampire de génération en génération, avec d'autres personnages, le vampire devient de plus en plus balèze, jusqu'à la fin où le final vous affrontez le vampire, et cette fois vous allez le dézinguer une bonne fois pour toutes. Ce qui n'est pas sans rappeler la série de jeux vidéo Castlevania, évidemment, qui n'est pas du tout dans le même loi, mais rappelons-nous que Dracula est mort dans la bataille de 99. Une station rigolote, justement, on va chasser des vampires durant la Seconde Guerre mondiale, et on vous dit de ne pas oublier le fait que vous êtes un être humain, que vous n'êtes pas un Terminator, que vous avez des attaches, des liens qui font votre humanité. Et donc c'est rigolo qu'au travers des miracles dont je vous ai parlé mécaniquement, au niveau de ces pistes sur, sur l'humanité, sur le fait que votre personnage a aussi une existence en dehors de la chasse, on retrouve énormément d'éléments qui vont ressortir et exploser dans Hunter the Reckoning. Je rappelle que dans Hunter the Reckoning, il y a une classe, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des vertus, ou il y a un type de chasseurs qui s'appelle les Redeemers, donc en fait qui sont là pour, entre parenthèses, apporter la rédemption aux créatures surnaturelles, et ça ressemble étonnamment à beaucoup de pouvoirs des miracles qui sont exposés ici. Et tout l'aspect gérer sa vie humaine, c'est quelque chose qui va être hyper important, notamment dans Hunter the Vigil et Hunter V5. Et enfin, on finit avec quelques chasseurs connus. Donc, c'est assez rigolo, c'est plus des templates pour vous donner des pistes qui sont très marrantes. Donc, le grand classique, c'est Caiaphas Smith, qui est en gros une parodie de Solomon Kane, qui est né en 1815. Donc, en gros, c'est une goule. Il a uniquement survécu par sa ténacité et sa force, donc en plus il a la vraie foi, donc c'est une espèce de brute infâme, et tous les vampires ont le inner circle, donc le cercle intérieur de la Camarilla, et les archontes, donc les justiciars, qui sont vraiment le top du top de la Camarilla. On dit surtout vous l'approchez pas, si jamais vous l'approchez, c'est directement une chasse au sang et on vous tue direct. Parce qu'en fait, l'idée, ce qui est pas bête, c'est la difficulté de Caiaphas Smith, c'est que ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas récupéré de sang de vampire, donc potentiellement, il commence à vieillir et il a besoin de récupérer du sang de vampire pour continuer à rester une goule indépendante et poursuivre sa quête. Deborah Rosekeller, c'est plutôt marrant, c'est une sorte de, c'est une femme au foyer qui gère l'association des parents d'élèves et qui en fait se retrouve est persuadée qu'en fait il y avait un vampire qui vivait à côté de chez elle, et donc elle se lance sur une espèce de traque complètement folle parce qu'elle se dit bah finalement les vampires c'est comme les métalleux, c'est un danger pour la jeunesse, et donc elle arrive à donc il y a un vampire qui arrive et qui fait ouais je vais t'expliquer la vérité, et elle a réussi à le tuer, et donc elle continue sa croisade et tout le monde la croit à moitié folle en fait parce qu'elle dit qu'il y a des vampires. Et Dennis Quincy, c'est du Uncanny Danny, donc Danny l'inconcevable. C'est une parodie, c'est un mix entre Penn Jillette, donc de Penn and Teller, qui est un très très grand magicien, qui est très connu. Il a un peu la même gueule d'ailleurs. C'est un, c'est un magicien qui est très connu aux États-Unis, et aussi des sceptiques, qui était un très très grand, qui était un mouvement qui n'existe plus tellement maintenant, mais qui a perduré pendant longtemps, qui était en fait des mouvements associatifs de gens qui étaient sceptiques et qui allaient voir les trucs supernaturels ou les choses curieuses pour prouver que ça n'existait pas. C'est un mouvement qui a été extrêmement fort,
surtout dans les années 90. Et pour la petite histoire, l'acteur qui joue l'homme à la cigarette dans X-Files, qui est un très très grand homme de théâtre aussi, d'ailleurs, faut le dire, était l'un des chefs, je crois, enfin, était genre secrétaire général des sceptiques du Canada, je crois, un truc comme ça, c'était assez marrant. Donc l'idée, c'est que c'est un mec qui est un cynique pas possible, qui a un baragouineur, qui a vendu toutes les mèches des tours de magie sans arrêt, qui passe en fait sa vie justement à se moquer des magiciens, qui s'est fait plein d'ennemis, va se prendre la tête avec un trémère qui va lui dire bon bah ça suffit, je vais te montrer la vraie magie, je vais te montrer quelque chose que tu peux pas contredire. Et elle a essayé de le tuer dans un banc, dans un parc public. Il a réussi à la tuer. Et du coup, maintenant, il est obsédé par l'idée de se dire, mais comment est-ce que je pourrais maintenant trouver... Enfin, il y a quelque chose qui existe, c'est incroyable, et maintenant, il faut que je trouve par la science, par l'entendement, si vraiment les vampires existent. Ce qui fait que c'est hyper dangereux pour la Camarilla, parce que c'est un mec qui est rationnel, qui est extrêmement intelligent, et surtout qui est très très riche, et qui a beaucoup d'influence. Donc, attention, bravo, bien joué les Trémères, encore une fois, pour ce grand travail. Sinon, on a un Nosferatu caïtif, donc c'est pas très intéressant. En gros, c'est un Nosferatu qui est un échec. Donc il est beau, il a un beau visage, mais par contre, il a des pustules sous son manteau. Et il veut se venger de tous les vampires. Arctos, donc c'est la première fois qu'on a une description de magicien. Donc c'est un magicien, on remarque qu'il a plus de 100 ans, qui a cette faculté, qui vit à New York et qui a un peu cette idée de choper les vampires pour les transformer en gros pour piquer leur sang et en faire ses esclaves. Ça, c'est un truc qui est assez récurrent au tout début des mages, hein. C'est qu'en fait, les mages, qui sont des mages inspirés d'Ars Magica, sont extrêmement puissants et sont tellement balèzes en fait qu'ils peuvent potentiellement dominer et contrôler les vampires, ce qui les rend très 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 dangereux pour un vampire. En plus, le petit pote Arctos, il a un loup-garou en tant que serviteur, donc ça vous dit un peu le niveau du type. Et enfin, on finit juste par un profil qui n'est pas très intéressant de Kanglor, qui est un loup-garou, qui veut juste défoncer du vampire, simplement. Vous remarquerez qu'ils sont extrêmement poilus et que tous les vampires, tous les loups-garous ont les cheveux longs et sont très poilus, un peu à la Wolverine. Et enfin, on finit, alors c'est pas Janet Ossilio, mais c'est quand même plutôt du bon Tim Brooke, avec l'équipement, quoi, simplement. Donc les trucs débiles, des trucs des terminaux à distance, donc ça a bien changé pour hacker les ordinateurs à distance, un détecteur thermique, et bien sûr l'épée du croisé, qui est une espèce de gros objet magique de l'enfer, qui est une épée à deux mains qui décapite tout, l'huile de Saint-Georges aussi, pour tout cramer, des cristaux psychiques, grand délire des années 90, les cristaux psychiques, et niveau thaumaturgique, donc des objets, une griffe de garou, j'en passais des meilleurs. Et dans le plus classique, il y a le lance-pieu. Lance-pieu qui est le truc très très rigolo pour lancer des pieux et potentiellement paralyser les vampires. Et on a fait le tour de Hunters avec une petite teasing pour la 3e édition, je crois, de Ars Magica qui arrivait à ce moment-là et qui, hélas, allait un peu plus ou moins disparaître avant d'être vendu chez Atlas, qui reste un très très beau jeu en tout cas. Et voilà, c'est tout pour Hunters Hunted, qui est encore une fois un supplément que je trouve démentiel. Moi, je l'ai acheté la première fois il y a plus de 20 ans maintenant, quand Hunters The Reckoning est sorti. J'ai été vraiment subjugué contrairement à Hunters The Reckoning, que je trouvais un peu abscon par la simplicité du bouquin, la justesse du propos, et l'esprit de synthèse en fait par rapport à qu'est-ce que c'est d'incarner un chasseur de vampires, quelles sont les difficultés, quelles sont les forces et qu'est-ce qui motive en fait un chasseur à le faire, avec des pouvoirs qui sont pas déconnants pour une fois, puisqu'ils sont beaucoup plus simples. Tous les pouvoirs que je vous ai énumérés, hormis la foi, sont essentiellement des pouvoirs pour vous aider dans votre chasse. Donc c'est des petits bonus en fait de détective, ce qui est pas piqué des hannetons et qui tombe sous le sens finalement, avec des exemples très très marrants en tout cas. Donc voilà, encore une fois, je ne peux que m'extasier devant ce bouquin. Je sais pas, des fois ça arrive, ils font des trucs très très beaux au milieu de tout ça. Il restera un supplément pour la V1 qui est le World of Darkness, que je verrai la prochaine fois. Je réfléchis, je vais peut-être le faire en direct. Je sais pas encore, ça dépend de mon état de motivation. Après, j'essaierai, je pense, de faire un tout petit break. Je ferai peut-être une vidéo sur la série télé, Vampire the Embrace, enfin Kindred the Embrace, qui était une toute petite série qui était faite par Aaron Spelling, donc le monsieur Beverly Hills, et Mark Reinagen, avant que Mark Reinagen pète un câble et dise je me casse, Hollywood c'est pas pour moi. La vérité, est-ce qu'il avait tort, est-ce qu'il avait raison, ça vous le verrez, mais bon, tout n'est jamais tout noir ni blanc. Et après, on reprendra sur la 2e édition, mais c'est déjà pas mal. Je trouve en 3 mois, j'ai quasiment écrémé toute la première édition, donc c'est la plus courte. Donc vous imaginez bien que la V2 va être très très ambitieuse, il y a quasiment 2 fois plus de bouquins, et la V3 c'est pareil. Donc ouais, on est bien parti pour un an en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Allez, salut!